Eh bien écoutez, chers amis, comme chaque semaine sur le plateau de Backseat, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité politique de premier plan. Cette semaine, nous recevons le coordinateur de la France Insoumise, Adrien Quatennens. Bonsoir. Vous pouvez mettre le casque si vous le souhaitez, si ça vous... Il n'y a aucun souci. Bonsoir Adrien Quatennens. Ça va me rappeler mes années de gaming, ça fait longtemps maintenant. Ça fait si longtemps que ça? Ah ouais, quand même, ouais. Bonsoir. Jeu Bonsoir, c'était quoi comme jeu? Bah, c'est vieux, c'était Counter-Strike, mais la version 1.6. La 1.6 évidemment, mais les meilleurs. Et après World of Warcraft, puis après j'ai arrêté. Ah ouais, après World of Warcraft. Et du coup j'aime bien là, c'est cool. On retrouve les sensations. Bonsoir Adrien Quatennens, vous êtes le coordinateur, je le disais, de la France Insoumise. Vous avez fait 2 ans et demi de campagne quand même. Comment vous vous sentez? Ça va en ce moment? Ça va, je ne veux pas dire qu'on n'est pas un peu fatigué par ces 2 ans et demi de campagne, mais on n'a pas le temps et ni le droit de se reposer, je crois. On a fait une croix dessus. Ouais, on continue. Et là, ça enchaîne sec. On va en parler évidemment. Première question. Le dimanche dernier, premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon échoue à 400 000 voix près à se qualifier au second tour de l'élection présidentielle. Et pourtant, cette défaite a eu un espèce de goût de victoire dans son discours de fin son discours de défaite qui n'en était pas un. Comment vous l'avez vécu, vous? C'était particulier ce soir du dimanche dernier? Bien sûr que ça l'était. D'ailleurs, je dois dire que c'est pas rien de revenir ici, dans ces lieux. Tout le monde le sait peut-être pas, mais ici, c'était la soirée électorale de 2017. Le Bellucci's, oui. Voilà, exactement. Donc ça aussi, la symbolique est pas mal, je trouve. Le discours était moins bien. On en reparle. On en reparle. Il était bien. Non, la particularité la semaine dernière, c'est que vous parlez d'une défaite teintée de victoire. Non, d'abord, la première chose, c'est la déception d'être passé si près du but. Ouais. C'est-à-dire qu'on aurait fait un gros score, mais loin de l'objectif, on l'aurait peut-être plus facilement digéré. Bon, là, on est quand même passé à 400 000 voix, donc c'est 3 fois rien, avec une opportunité majeure qui était non seulement celle de faire en sorte que l'extrême droite soit balayée de l'élection dès le premier tour, et puis aussi, d'abord et avant tout, une pensée pour toutes celles et ceux qui ont nourri beaucoup d'espoir dans ce bulletin de vote. 7,7 millions de personnes ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, ont d'abord et avant tout voté pour un programme. Et moi, je croise des gens depuis 10 jours qui me disent moi, j'avais anticipé que mon SMIC allait augmenter, j'avais anticipé que le RSA allait passer avec le niveau des minima sociaux au-dessus du seuil de pauvreté. C'est-à-dire, en fait, il y a des réalités quotidiennes dans la vie des gens. Il y a des gens dont ça ne va pas bouleverser la vie, y compris dans certains états-majors politiques. Leur vie individuelle ne va pas être impactée par le résultat d'une élection. Mais là, il y a beaucoup de gens qui, avaient mesuré que ce bulletin de vote, non seulement, bien sûr, mettait la France à la hauteur des défis dont on va sans doute parler ce soir, mais aussi que dans leur quotidien, ça allait changer des choses. Et quid du vote utile, du coup? Ah ouais, quand même, une bonne partie des électeurs. Bon, d'abord, il faut voir ce qui s'est passé. Le vote efficace, pardon. D'abord, il faut voir ce qui s'est passé. Jean-Luc Mélenchon, il fait 12% en 2012, 19,5% en 2017, et là, 22%. Donc il y a une progression successive au cours des années et des campagnes, mais il faut bien regarder la composition du vote et de celles et ceux qui ont voté dimanche dernier. Moi j'ai entendu beaucoup parler de vote utile. En réalité, on peut presque dire que le vote utile n'a pas complètement eu lieu. Si vous regardez la proportion de la progression de Jean-Luc Mélenchon dans la dernière ligne droite, comparativement à ce qu'il a, je parle vulgairement, siphonné aux autres candidats de gauche, c'est pas du tout la même proportion. Non, il y a eu un effet de surmobilisation. D'abord parce que nous avons fait une campagne, vous l'avez rappelé, de 17 mois exigeante sur un programme. C'est-à-dire il y a une forte adhésion à ce programme, d'abord et avant tout. Et ensuite, évidemment, dans la dernière ligne droite, des gens se sont dit, il y a une opportunité de ne pas être spectateur de ce second tour et de faire en sorte que peut-être l'histoire change. C'était ça. C'est ça, un vote utile aussi. Oui, ça peut aussi être ça, de dire Mélenchon, j'ai quand même plein de trucs à lui reprocher. Vous n'allez pas rougir que de l'admettre. Non, mais la dernière fois, je vois une enquête d'opinion qui dit, qui prétend pouvoir dire la proportion du vote utile dans le bulletin de vote Mélenchon. Et c'est une proportion qui me 50%. paraît... Voilà, c'est énorme. Alors, vous avez regardé la question qui est posée dans le sondage? Non, la pose comment? La question qui est posée, c'est est-ce que vous avez voté pour ce candidat pour qu'il gagne? C'est à chier. Moi, j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon aussi pour qu'il gagne. Oui. Et ça ne présage pas du fait que mon vote n'était pas un vote d'adhésion programmatique. En revanche, il y a d'autres enquêtes qui disent que quand on pose la question aux gens de savoir pourquoi ils ont voté Jean-Luc Mélenchon, il y en a, je crois, 80% qui disent le premier ressort, c'est le programme. Donc moi, je crois qu'on a d'abord bâti, et ça c'est puissant y compris pour la suite, on a bâti une adhésion autour d'un programme. Et alors après, ce qui est passé complètement sous les radars des enquêtes d'opinion, c'est la mobilisation populaire qui a eu lieu, y compris dans la toute dernière ligne droite. Regardez, entre le dernier sondage du vendredi soir, qui est, je crois, à 17-18%, et le résultat, il y a 5 points d'écart.
Donc ça veut dire que est passé complètement sous les radars des sondeurs le niveau de mobilisation populaire. Et toute la journée du dimanche, si vous avez observé un peu les bureaux de vote, il y avait des files d'attente incroyables dans des milieux qui, habituellement, dit-on, sont plus abstentionnistes, votent moins. Il y a des gens qui n'étaient pas allés voter depuis des années, qui y sont allés. Il y a des familles entières qui se sont déplacées. Ce sont beaucoup les jeunes, il faut les saluer. C'est les milieux populaires, les quartiers populaires, sur lesquels nous avons fait une campagne considérable. On va dans les quartiers populaires depuis 17 mois. Vous savez qu'à gauche, y compris, il y a des gens qui ont théorisé que là où les gens ne votaient plus, ça ne sert plus à rien d'y aller. Nous, on a fait tout le contraire. On a dit, ah bon, ils y vont plus ? Ben, nous, précisément, on va y aller. Parce qu'on ne peut pas s'habituer à des élections qui se font finalement sans le peuple et où c'est une sorte de suffrage censitaire hyper marqué sociologiquement. Alors maintenant, à vous entendre, on a l'impression que vous avez gagné dimanche dernier, alors que les gens qui sont allés voter sont aussi allés voter, et d'abord pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui sont qualifiés au second tour. Alors, bon, ça c'est intéressant parce que le paysage politique qui émerge à l'issue de ce 10 avril, je pense qu'on peut le dire, le paysage politique du 8 avril n'est plus le paysage politique du 11 avril. Et si on commet une erreur de diagnostic sur ce qui se passe, on passe à côté, y compris des étapes à venir. C'est-à-dire qu'à l'issue du 10 avril, il y a en fait 3 blocs politiques quasiment équivalents qui émergent. Il y a le bloc ultralibéral, aujourd'hui incarné par Emmanuel Macron, il y a le bloc d'extrême droite, c'est Madame Le Pen, et il y a ce pôle populaire que nous avons constitué autour du programme. Et quand vous regardez en quantité, c'est quasiment des quantités équivalentes. Si vous mettez de côté, y compris des dispersions qui auraient pu être évitées. C'est vrai que, à 2 reprises, en 2012 et en 2017, on a fait campagne commune avec les communistes. Ils avaient fait un choix différent cette fois-ci. Si vous regroupez tout ça, vous avez quasiment 3 blocs équivalents. On pourrait même ajouter le 4e bloc, on en a parlé cette semaine, qui est un bloc pareil, en proportion quasi équivalente, capable, lui, de faire la bascule à l'avenir. C'est les 12 millions d'abstentionnistes. Ouais. Bon. Or, nos institutions sont conçues, et les institutions de la Ve République sont conçues pour organiser un affrontement entre 2 blocs. Donc par définition, nous sommes exclus de ce second tour, mais si les règles étaient différentes, les 3 blocs politiques étant quasi équivalents, il pourrait y avoir de la confrontation politique entre ces 3 blocs. Et d'ailleurs, je vous le dis et je vous l'annonce, la confrontation politique va avoir lieu. Parce qu'à l'issue de cette élection présidentielle, les grands sujets qui devraient être traités, les grandes tensions politiques dans ce pays ne seront pas traités. Le second tour que nous avons sous les yeux, duquel nous sommes exclus, est un second tour qui empêche toutes les ruptures sociales, écologiques, démocratiques qu'il faut faire. Et ce n'est pas parce que le second tour nous en a exclus qu'on va cesser l'activité politique. C'est aussi pour ça, quand vous dites une défaite teintée de victoire, c'est que moi, je veux m'adresser, parce qu'on a vu des gens chialer, beaucoup. Il y a des gens qui pleurent, il n'y a pas que nous qui pleurons. Parce qu'ils avaient nourri beaucoup d'espoir, je l'ai dit. Et moi, je veux leur adresser un message, je voudrais qu'ils soient entendus, parce que ce n'est pas évident, mais c'est de leur dire c'est pas terminé. Voilà, on va pas, non seulement on ne va pas arrêter, vous pouvez compter sur nous, mais qui plus est, on a en effet un rendez-vous dans quelques semaines, au mois de juin, les élections législatives, qui, si nous parvenons à former un bloc majoritaire, nous permettront tout de même au mois de juin de gouverner, et même de faire que Mélenchon soit Premier ministre. Raison pour laquelle il a dit l'autre soir, je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Voilà la perspective que nous avons. Donc en fait, les amis, je vous le dis, on va jouer les prolongations de l'élection présidentielle. Parce qu'en juin, il y a un 3e tour et celui-là, on peut le gagner et on s'organise pour le gagner. Le Bellucci a l'air chaud. J'entends, mais de loin. Premier ministre. Ils sont déjà prêts pour la soirée électorale. On réserve du coup. On l'a fait ici. Ok, rendez-vous le 19 juin, c'est ça l'idée ? Parce que, en effet, l'électorat là qui s'est tourné vers le vote Mélenchon est un électorat donc plutôt jeune, plutôt. Vous avez mobilisé dans des catégories où, en effet, le principal problème, notamment pour la gauche jusque-là, était l'abstention. Or, on sait que pour les législatives, à chaque fois ou presque, c'est les premiers publics qui vont se démobiliser pour les élections de derrière, surtout après une défaite, après de l'amertume aussi de la défaite. Il y a des gens qui sont même pas. Cette défaite, elle est tellement forte qu'il y a des gens qui sont même pas prêts à aller voter contre Marine Le Pen. Il y a un ras-le-bol. Et les jeunes, les quartiers populaires, etc., sont pas nécessairement les populations les plus facilement mobilisables pour les législatives. Et vous l'aviez déjà constaté en 2017. Donc là, cette fois-ci, comment vous faites mieux ? Alors d'abord, la première chose à faire, du coup, c'est d'y donner de l'enjeu à ces législatives. Ça, c'est bien fait pour l'instant. C'est clair que si vous dites aux gens, bon, alors maintenant, on va rentrer à la maison, puis en juin, on va se retrouver pour aller grappiller quelques députés de gauche pour résister à je sais pas trop quoi, bon, il est clair que là, on n'arrivera pas à mobiliser. En revanche, si vous dites, et vous montrez que c'est possible, rien que sur nos résultats à nous, à l'élection présidentielle, on est en tête dans, je crois, 105 circonscriptions et en capacité d'être au second tour dans plus de 400. Ça veut dire qu'il y a les ingrédients pour bâtir une majorité. Alors, je rappelle qu'il en faut plus de 280 quand même. Voilà, mais en tout cas, c'est possible. Et donc, on a fixé l'enjeu très haut.
Et même si ça n'avait jamais été fait, tout le monde comprend que normalement le Premier ministre il est nommé par le Président de la République à son arrivée, certes, mais si la majorité sortie des urnes au mois de juin n'est pas celle du Président de la République, c'est cette majorité alternative qui décide en son sein de qui est le Premier ministre. Et nous, on affiche la couleur, ce sera Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Et donc ça veut dire, compte tenu des prérogatives qui sont celles du Premier ministre, que si vous avez voté le 10 avril pour que votre SMIC augmente, si vous avez voté le 10 avril pour que les minima sociaux soient au-dessus du seuil de pauvreté, pour la retraite à 60 ans, pour la planification écologique pour la 6ème République, c'est toujours possible et c'est ce qu'on va faire. Il y a Sacha qui a une question. Oui. Ouais, bah c'est Sacha, c'est très chaud. Ouais, c'est chaud. Sacha, mesdames et messieurs. Moi, j'ai une question sur la communication et sur ce terme « élisez-moi Premier ministre ». On a l'image d'un Jean-Luc Mélenchon quand même qui prend beaucoup de place et tout. Vous pensez pas que ça fait un peu peur aux Français, ça ? Élisez-moi Premier ministre ? On élit un député d'abord, on élit des députés, enfin, c'est une élection qui se fait au niveau local. Oui, bien sûr, sauf que tout le monde sait que, par exemple, regardez, on va prendre un exemple qui n'est pas chez nous. En 2017, quand vous avez eu la vague macroniste, il y avait beaucoup d'articles qui disaient qu'à peu près n'importe quel candidat qui avait la photo d'Emmanuel Macron à côté de lui ou l'étiquette En Marche, et encore en disant candidat, je suis gentil, il y a des gens qui ont même dit une chaise, une table aurait été élue avec l'étiquette En Marche. Non, une élection législative, elle ne se joue pas simplement sur la tête de la personne qui est candidate, elle se joue dans une dynamique politique. Ça n'est pas une élection locale, c'est une élection nationale, qui est en capacité, y compris, de déterminer les axes et le programme qui va gouverner. Donc quand Jean-Luc Mélenchon dit aux Français « élisez-moi Premier ministre », en fait, il dit quoi ? Il dit « on est passé très près ». Donc on peut le faire et il y a un 3e tour. Et clairement, je crois que plus que jamais, dans l'histoire de la Ve République, cette élection législative va fonctionner comme un 3e tour. Moi, je suis surpris de voir depuis dimanche dernier, ce n'était pas le cas en 2017, de voir des gens qui spontanément, alors qu'en effet, Usul a raison de le dire, c'est pas évident les élections législatives. Ah, non. Mais là, depuis dimanche dernier, les gens ils nous le disent. Rendez-vous en juin, il y a le 3e tour. Donc nous, on va faire une campagne nationale pour fixer l'enjeu et le cap. Mais clairement, c'est à ça que nous songeons et on ne va pas renoncer. Sacha. Non, Adèle. Non, mais du coup, votre propre élection en 2017, c'était uniquement un effet de souffle de Jean-Luc Mélenchon. C'était pas Adrien Quatennens. On va pas être dupe de ça. Moi, en 2017, quand je me suis présenté, j'étais certes un militant politique depuis quelques années, connu des milieux militants. Mais aux yeux du grand public, j'étais strictement inconnu. Et évidemment que tout ça se fait dans une vague porteuse, parce qu'il y a un projet politique et qui plus est un candidat à l'élection présidentielle qui a porté ses fruits en termes de résultats. Je crois que toutes celles et ceux, même qui avaient une notoriété, même qui étaient installés depuis longtemps, qui étaient arrimés à des candidats à la présidentielle qui ont fait des scores bien moindres, étaient bien conscients que même sur leur belle figure, ils n'allaient pas rattraper l'écart de ce qu'avait planté leur candidat à la présidentielle. Il ne faut pas se mentir là-dessus. Oui, l'élection législative, c'est une élection nationale. Et donc aujourd'hui, c'est toujours le même cas ? Vous comptez sur cette petite photo de Jean-Luc Mélenchon pour... Je pense que... Elle sera sur toutes les affiches, cette photo ? Je pense qu'on a intérêt à le faire. Si on dit aux Français... L'enjeu est clair, c'est bâtir une majorité pour gouverner, pour appliquer ce programme. Et Mélenchon, Premier ministre, la meilleure manière de le rendre audible pour toutes et tous, c'est de dire Mélenchon, Premier ministre. Et d'ailleurs, les gens sont hyper inventifs. Vous avez vu, l'affiche de campagne « Un autre monde est possible », elle a déjà été détournée. Maintenant, c'est carrément « Un autre Premier ministre est possible ». Ça marche, c'est bien. Mélenchon, Premier ministre, d'accord, mais ça donne une cohabitation. On n'a pas que des très bons exemples dans l'histoire de la Ve République de cohabitation. Pourquoi souhaiter une cohabitation ? Mais parce que sinon, que faire d'autre ? Rentrer à la maison, dire voilà, on a perdu l'élection présidentielle, donc on s'arrête. Non. Mais vous n'avez pas peur de l'immobilisme ? Mais pas du tout. On poursuit un objectif, bâtir une majorité. Si on bâtit une majorité, elle va appliquer le programme. Et il y a les ingrédients pour bâtir une majorité. Nous l'avons dit, nous le démontrons. Et puis, on tend la main. Alors justement, parce qu'il y a besoin de la photo de Jean-Luc Mélenchon pour faire avoir des élus, il y a aussi besoin d'alliés. Vous avez tendu la main à Europe Écologie Les Verts et au Parti communiste français parce que vous avez besoin d'eux pour remporter cette majorité. Et au NPA aussi. Écoutez, et à la salle aussi, brièvement, mais bon, c'est peut-être pas la meilleure idée. On a fait assez simplement ce que nous avions dit que nous ferions en cas de qualification au second tour. C'est à peu près ce qu'on fait. C'est-à-dire, on dit, le premier tour de l'élection présidentielle a validé une stratégie, celle de l'Union populaire, a validé un programme, plébiscité assez largement, l'avenir en commun. À toutes celles et ceux, d'où qu'ils viennent, quel qu'ait été leur vote précédent, qui souhaiteraient nous rejoindre pour faire ça, pour faire ce que les Français ont choisi pour 7,7 millions d'entre eux.
appliquer ce programme et valider cette stratégie en considérant qu'elle est porteuse. L'Union populaire, c'est quoi? C'est le fait de dire d'où que vous veniez, quelle qu'ait été votre histoire. Regardez la composition du Parlement de l'Union populaire, par exemple, qu'on a monté. Vous avez là-dedans des gens qui ont des parcours politiques très différents, qui ont même des appartenances politiques différentes. Quand dans une même salle, ça va de Sébastien Jumel, député communiste, à Émeric Caron du Rêve, qui est sur une écologie franchement radicale, c'est pas évident a priori. Et pourtant, les gens assument l'idée d'un compromis. Ils disent voilà, ce programme-là, c'est le meilleur socle commun entre nous. Et donc aujourd'hui, c'est ce que nous disons. Mais quand vous dites que d'où que vous veniez, sauf du Parti socialiste, ils ont quand même 30 députés, les socialistes. Vous n'avez pas été adversaire à l'Assemblée. L'idée, c'est de dire qu'ils peuvent quitter le Parti socialiste pour vous rejoindre. Justement, est-ce que Boris Vallaud, c'est un opposant politique pour vous? Écoutez, nous ne sommes pas candidats à un accord électoral à l'ancienne. C'est-à-dire, s'il s'agit... Ah si, c'est ce que non, justement, non, précisément. Et si c'est compris comme ça vaut le coup que je réexplique. Non, un accord politique à l'ancienne, c'est on se retrouve entre partis politiques, on se fiche de savoir s'il y a accord stratégique et programmatique entre nous, on sauve nos postes les uns les autres en se répartissant des circonscriptions, on fait des alliances à géométrie variable sur tout le territoire. C'est l'union de la gauche. Non, ça c'est pas... précisément, c'est pas ça qu'on veut faire. C'est pas ça qu'on veut faire. Nous, ce que nous avons à offrir... C'est quitter votre parti, venez chez nous. Non, entendez-moi. Nous, ce que nous avons à offrir, ça n'est pas un accord électoral, c'est une stratégie et une base de programme. Après, évidemment... Mais ça passe forcément par des accords électoraux. Typiquement, Sandrine Rousseau, qui se présente pour LV, dans la circonscription du 9e, qui vraisemblablement pourrait être quelqu'un qui pourrait rejoindre LFI de par sa sensibilité politique, etc. Vous présentez quelqu'un face à elle ou pas? En fait, je trouve que vous vous compliquez la tâche pour comprendre les choses. Donc je vais résumer encore plus simplement. Qui que ce soit, n'importe qui, d'accord, qui est d'accord pour dire c'est ce programme qui doit s'appliquer, c'est ce programme que je veux défendre. Et la stratégie qui est la bonne, c'est pas nécessairement en effet une stratégie d'union des gauches à l'ancienne entre partis politiques. C'est l'union populaire, ça veut dire toutes celles et ceux, même pas membres de partis dans le Parlement de l'Union populaire. Vous avez des associations, des syndicats, des personnalités à titre individuel qui viennent. Toutes celles et ceux qui le souhaitent. Mais pour faire ça, c'est ça qui est précis. Ce qu'on a à offrir, c'est, je l'ai dit, une stratégie et un programme à mettre en partage. Toutes celles et ceux qui le souhaitent sont bienvenus pour faire ça, pas pour faire autre chose. Donc pas de négociation sur le fond du programme. En tout cas, ce qu'il y a de clair, c'est que l'avenir en commun est mis, disons, en partage au pot commun. C'est le programme qui est arrivé largement en tête à l'issue des élections du 10 avril. Après, ce que nous disons, c'est que... Il est même limité à une dizaine de points, vous l'avez synthétisé en disant ça, c'est les lignes rouges, c'est ce qu'on veut absolument, on ne transigera pas là-dessus. C'est pas une synthèse, c'est de dire, en tout cas, en toute hypothèse, dans les discussions entre nous, il y a en effet une quinzaine de points qui ne sont pas discutables. Ça veut dire que si... Au départ, vous n'êtes pas d'accord avec ça, franchement, passez votre tour, on n'a rien à faire ensemble. Par exemple, la retraite à 60 ans, qui a été un axe très fort de la campagne, on ne va pas y renoncer pour s'accorder avec je ne sais pas qui. L'abrogation de la loi El Khomri, il y a un certain nombre de choses auxquelles on tient, rétablissement de l'ISF, qui sont dans le programme et qui ne sont pas discutables. Après, le reste, s'il y a ça et là des points sur lesquels, et d'ailleurs, on va se dire les choses, comment ça se passerait demain à l'Assemblée si on y arrivait? Évidemment qu'il y aurait des groupes distincts. Il y aurait, si on arrive à s'accorder, ça paraît pas évident de ce que vous dites. Il y aurait si on arrive à une discussion, mettons, avec, je sais pas moi, le Parti communiste français, les écologistes, ces gens-là auraient vocation à avoir des groupes à l'Assemblée, autonomes, mais nous nous retrouverions dans un intergroupe qui nous ferait travailler en commun, autour de la base que nous aurions discutée. Mais nous, ce que nous voulons vérifier, c'est le fait de dire, on ne va pas là, alors que pendant toute la campagne, franchement, toute la campagne présidentielle, certains à gauche ont passé leur temps à exclusivement passer leur campagne à taper le candidat qui était en capacité de se retrouver au second tour. Parler du PS, alors c'est très étrange quand même parce que faut que tout le monde l'entende ça. Le vendredi, on est les amis de Poutine intouchables. Et le lundi, bizarrement, le téléphone sonne et il faudrait qu'on se retrouve urgemment pour discuter avec tout le monde. Et là, c'est pressé. Vous avez eu des coups de fil mielleux vous seriez étonné. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'y compris, on veut veiller à une forme de pérennisation de l'idée. Soit les gens prennent compte du résultat des urnes et se disent, comme on l'a dit tout à l'heure, que le monde d'avant le 10 avril n'est plus le monde d'après le 10 avril. Et donc, il y a un certain nombre de bougées stratégiques qui s'opèrent. Mais si c'est pour reproduire les vieux accords de cuisine électorale, faire un coup momentané, et au 19 juin, une fois que tout le monde a ramassé ses députés, on repart chacun de notre côté, non, là, ça n'a pas d'intérêt. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait, par exemple, le nucléaire, on en sort quoi qu'il se passe. Je vais vous dire, parce que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon avait proposé un référendum communiste. C'est une bonne question. Il faut qu'on s'interroge sur comment on la traite, parce que en 2012 et en 2017, on faisait équipe avec les communistes. Les communistes
sont pour le maintien, voire le développement du nucléaire. Nous, on est pour la sortie et aller vers le 100% d'énergie renouvelable. Vous avez trouvé un compromis. Et on avait trouvé le compromis qui était, sur cette question qui était bloquante, le référendum. Alors bon, maintenant que l'élection est passée, celles et ceux qui ont voté entre nous ont quand même tranché cette question, parce que c'est 7,7 millions de personnes qui ont voté pour la sortie du nucléaire et la planification du 100% énergie renouvelable à horizon 2050. Donc non, mais ce qu'on pourrait faire par exemple, là je fais de la politique fiction, mais on pourrait dire, bah voilà, le programme, ce qu'il a validé, c'est la sortie du nucléaire, mais le groupe communiste à l'Assemblée, eh ben, il garde une liberté de vote sur ce thème. Voilà. Mais il faut que ce soit extrêmement limité. Et vous comprenez que du coup, c'est plus facile avec certains qu'avec d'autres. Il y en a qui ont en effet plus de bouger à faire et plus de clarification à faire. On s'est adressé aux écologistes parce que c'est vrai que sur le programme, beaucoup de choses peuvent nous rassembler, les communistes aussi. Le Parti socialiste, tout le monde comprend que c'est plus compliqué. Et je ne veux pas dire que c'est principiel. C'est pas par principe. C'est de dire, avant de pouvoir discuter, est-ce que oui ou non, vous avez l'intention de faire la retraite à 60 ans, d'être d'accord pour l'augmentation du SMIC? Parce que, encore une fois, ce qui a fait le cœur de la campagne, vous avez posé votre première question tout à l'heure en disant ça a été une campagne de 17 mois. Pendant 17 mois, quel est l'objet le plus essentiel qu'on n'a pas cessé de mettre en avant? C'est le programme. On a fait une campagne sur le programme, l'Avenir en commun s'est vendu à 300 000 exemplaires en librairie, on a fait le chiffrage complet, tout ça a été un travail formidable. Les gens... Ce programme, il est un objet central dans la discussion. Donc on ne peut pas ensuite, après une élection présidentielle, se retrouver, dire allez, tout ça compte pas, on s'accorde et tout, non. Oui, mais comme vous ne pouvez pas dire, par exemple, à ELV, qui représente 1,6 million d'électeurs et d'électrices, tout ça ne compte pas, vous adhérez ou vous adhérez pas. Non, bien sûr. Donc la discussion, la base, puisque c'est nous qui sommes en responsabilité, loin devant tous les autres. On dit voilà, nous on a ce programme, dites-nous quels sont les éléments là-dedans avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Et on voit, soit on peut trouver un compromis. Ça a été un échec quand même pour la présidentielle. Vous pensez réellement que c'est possible pour les législatives? Moi, je le souhaite, profondément. Vraiment, du fond du cœur. Mais vous y croyez? Mais si on n'y croyait pas, on ne le proposerait pas. Et y compris, je vais vous dire, on le propose, mais on n'était pas obligé de le faire. Parce qu'on pourrait très bien se dire, bon, bah voilà. Si vous voulez une majorité à l'Assemblée nationale, justement, c'est parce qu'on a cette ambition qu'on essaye de le faire. Mais j'aime autant vous dire qu'à 7 heures, on est 10 jours après. La poussière est pas retombée. Il y a des gens qui sont amers et qui disent mais attendez, ceux-là ils ont passé leur campagne à vous savonner la planche et vous leur tendez la main. Il y en a clairement qui nous ont dit mais si vous pouvez faire en sorte que tout ça disparaisse, faites-le. Donc quelque part oui, et y compris si on avance dans les discussions, les échanges commencent à peine. Mais si on devait avancer dans les discussions, ça voudrait quand même dire que, et ça nous laisserait aussi un petit goût d'amertume, ça voudrait dire qu'on réussit à faire après la bataille présidentielle ce qu'on aurait peut-être dû et pu faire avant. Ouais. Usul. Alors justement, vous avez envoyé, ça doit faire partie aussi de la méthode pour pas faire les vieux arrangements politiques à l'ancienne, vous avez envoyé publiquement, vous avez rendu public les 3 lettres, celle envoyée à Europe Écologie Les Verts, celle au PCF et celle au NPA. Le NPA, bon ça va, c'est plutôt sympa, et Europe Écologie Les Verts et au PCF, il y a un préalable à la discussion qui serait... vous prenez acte du fait que vous en avez pris plein la gueule de leur part, y compris le PS, c'est quand même allé jusqu'à agent de Poutine, quoi. Donc vous prenez acte que vous en avez pris plein la gueule et que vous n'avez pas rendu les coups, et vous dites on peut passer outre, continuer la discussion sereinement, si vous nous fournissez au moins quelques explications publiques là-dessus. Oui, mais alors quelles sont-elles? Où est-ce que ça en est là-dessus? Parce que est-ce que c'est pas encore plus grand seigneur de dire on oublie tout? Ou est-ce que... C'est des excuses que vous attendez? Pourquoi on ne peut pas tout oublier, Jules? Pourquoi on ne peut pas? Parce qu'à un moment donné, ça ne se passe pas simplement entre nous. On a parlé tout à l'heure des... Vous pouvez compter sur les forces internes aux partis qui, de toute façon, vont avoir à l'intérieur des partis, Europe Écologie Les Verts, comme au PCF, envie de régler des comptes et pas valider ce qui s'est passé pendant la présidentielle. Vous pouvez compter là-dessus. Tout le monde est fracturé à l'intérieur de ces partis, c'est clair, y compris sur la question du rapport à nous. Non, mais je veux dire... on a parlé tout à l'heure du fait que, sans doute, ceux qui étaient prêts à faire la bascule, c'est les 12 millions d'abstentionnistes. Qui peut croire ici que ceux-là vont être ramenés à la bataille parce que Pierre-Paul Jacques se serait retrouvé sans condition? Non, encore une fois, ce qu'on doit stabiliser à tout prix, ce pôle populaire qu'on a bâti, je le dis, je le répète, c'est important, c'est une stratégie, c'est-à-dire l'union à la base avec toutes celles et ceux qui adhèrent à un programme, et donc ce programme. Donc, encore une fois, c'est autour de ça que ça doit se faire. Si on fait autre chose, franchement, on va, y compris, perdre des gens qui nous ont rejoints dans la bataille. C'est quoi les explications publiques? Faut qu'ils disent quoi? Les explications publiques, c'est que... Non mais, Usul, quand Anne Hidalgo passe sa campagne à taper sur Jean-Luc Mélenchon,
Si on se retrouve le lundi sans discussion à être autour d'une table pour s'accorder, franchement, donc qu'est-ce qu'il nous faudrait? Je sais pas moi, le b.a.-ba, par exemple une mise à distance du Parti socialiste des propos de sa candidate pendant la campagne. Par exemple le fait de rappeler à l'ordre peut-être certains qui depuis le 10 avril après l'élection, qui sont des émetteurs publics du Parti socialiste, je pense à Madame Delga pour ne pas la nommer, qui continuent après l'élection. Donc à un moment donné, il y a une clarification à opérer en interne au Parti socialiste. Ce que valide l'élection du 10 avril, c'est que l'avenir en France, ça n'est pas et ça ne sera pas la social-démocratie. C'est le pôle populaire, c'est la rupture, c'est une gauche de rupture, c'est pas une gauche d'accommodement. Donc il y a une clarification à opérer, en effet. Et c'est possible, le refus n'est pas principiel, mais pour ça on a besoin, sur certains points de programme, de vérifier que c'est possible. On ne va pas se tromper sur la marchandise, on n'est pas des marchands de tapis, on fait de la politique, les gens comptent sur nous et surtout comptent sur l'application d'un programme. Vous êtes prêt à laisser des circonscriptions en nombre suffisamment suffisant à ces partis pour qu'ils puissent avoir des groupes à l'Assemblée nationale? Je rappelle qu'il faut 15 députés pour un groupe et pour avoir 15 députés, les amis, il va en falloir des circos. Oui, par définition, juste que, comme Usul a rappelé qu'on avait envoyé des courriers, on a envoyé des courriers avant l'élection présidentielle, bien avant, notamment à Europe Écologie Les Verts, qui ne nous avait pas répondu, et on leur a quand même dit, les amis, si vous reprenez la discussion après les présidentielles, évidemment, le rapport de force sorti des urnes va compter dans la discussion. Donc oui, on va faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver, mais non, la proportion ne sera pas la même pour chacun. Parce que, pardon, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est 22%. Juste au pied du second tour, et les autres ne sont pas exactement au même niveau. Non, mais donc si on va vous en faites la tenir compte aussi. des circos à proportion, vous tuez le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts. Non mais attendez, si on propose aux gens de se retrouver sur une stratégie, un programme, et que cette idée d'accord sur une stratégie et un programme est validée, on va quand même créer les conditions que chacun puisse s'y retrouver et d'avoir un groupe. Mais non, le rapport de force ne sera pas le même et c'est plutôt entendu au vu du résultat des courses. Et d'ailleurs, je crois que personne dans le pays ne le comprendrait. C'est pas juste une discussion entre nous. Moi, ce qui m'intéresse davantage que les partis, c'est les gens qui nous ont fait confiance, qui sont dans aucun parti, qui peut-être n'avaient pas fait de politique depuis très longtemps, on l'a dit, qui étaient abstentionnistes convaincus et qui se disent pour appliquer ça, j'y vais. Voilà, ceux-là, il ne faut pas les décevoir. Et ça, c'est notre devoir le plus important, c'est de leur dire cela, on ne vous lâchera pas, vous y avez cru, vous avez encore des raisons d'y croire, on va continuer le combat et on ne trahira pas ce pourquoi vous vous êtes mobilisés et ce pourquoi vous avez mis ce bulletin de vote dans l'urne. Adèle. Donc vous les trahissez pas. Jean-Luc Mélenchon est Premier ministre, super. Mais comment est-ce que vous appliquez... super. Franchement, on peut s'arrêter à un moment là-dessus. Non, mais comment est-ce que vous appliquez votre programme? Non, j'ai une question technique. Comment est-ce que vous appliquez votre programme et notamment le changement de constitution, qui est un petit peu la base, sachant que le Premier ministre ne peut pas convoquer de référendum et que vous n'avez pas le Sénat pour utiliser l'autre façon de convoquer le référendum. Donc comment est-ce que vous faites pour ne pas décevoir ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, au 3e tour? On va pas se mentir, on pourra pas tout faire exactement dans les mêmes dispositions qu'on aurait pu le faire si Jean-Luc Mélenchon avait été président de la République. Alors après, on va regarder tout ça dans le détail. Donc pas de 6e République. Mais vous savez que je pense que y compris par la voie parlementaire, on peut faire un certain nombre de choses, notamment par exemple l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Il y a des tas de choses qu'on pourra mettre en place. Si l'application du programme, si nous avons une majorité, pourra très largement se faire, en effet. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas appelé clairement à voter pour Emmanuel Macron le soir du premier tour pour faire barrage à l'extrême droite? D'abord, on va se dire une chose. Je crois que la manière dont nous procédons face à l'extrême droite est ô combien plus efficace que les déclarations de principe très faciles que certains étaient pressés de faire. Parce que, pardon, mais... Non, mais alors d'abord une chose. Oui, j'y viens, Jean Massier, j'y viens, pas de souci. Vous m'avez posé une question, je vais vous répondre. Allez-y. Non, d'abord, à toutes celles et ceux qui nous font la leçon, y compris sur le thème... il faut faire démocratiquement tout ce qu'il y a de possible pour éviter que le Rassemblement national l'emporte. Moi je dis démocratiquement tout ce qu'il y a de possible. Donc qu'avez-vous fait Bah ouais, mais c'est important. Qu'avez-vous fait au premier tour du bulletin de vote qui permettait d'éviter l'extrême droite? Parce que celui-là, il permettait de l'éviter sans renier nos convictions. Et donc vous accusez des gens de ne pas voir voter Jean-Luc Mélenchon? Non, j'accuse personne, j'accuse des gens de nous donner la leçon. Je leur dis, si vous nous faites la leçon sur le thème, il faut tout faire démocratiquement pour empêcher l'extrême droite. S'il faut tout faire, vous-même, vous auriez pu faire quelque chose dès le premier tour. Peut-être que ces gens-là ont voté Emmanuel Macron, ouais, ont voté autre chose. Peut-être, ils ont eu tort, parce que peut-être que s'ils avaient voté Mélenchon, il n'y aurait pas d'extrême droite au second tour, et on ne se poserait pas la question qu'on est en train de se poser. Ça fait beaucoup de si quand même. Bien sûr, mais alors maintenant je réponds à la question, pourquoi nous disons ce que nous disons. Nous disons pas une voix doit aller à l'extrême droite, et nous expliquons pourquoi. Et je vais le refaire ce soir, ça peut être utile. Allez-y. Pourquoi faut-il que pas une voix n'aille à l'extrême droite? D'abord parce que le pays
n'a absolument rien à y gagner, sinon qu'une fracture beaucoup plus importante. Vous avez entendu le débat pas passionnant d'hier, c'était limite cauchemar en cuisine, c'était sur la 6, mais on n'était pas très loin, avec Madame Le Pen qui décide de faire la police du vêtement dans la rue, etc. Cette France-là, on n'en veut pas. En revanche, il faut bien le dire, ce sont deux projets politiques, Macron-Le Pen, deux projets politiques que nous combattons. Ils ne sont pas de même nature, mais les deux, nous les combattons. Et il faut dire que nous pouvons dire que pendant la campagne, et moi je le vois dans l'affinage des résultats que l'on regarde, nous avons contribué, nous, à faire baisser dans un certain nombre d'endroits le Rassemblement national, y compris en s'adressant à des gens qui, je le dis, pensent pour une raison qui nous échappe complètement que Madame Le Pen va s'occuper de leur pouvoir d'achat, du social et tout le reste, alors que rien dans son programme ne le prévoit. Nous avons fait ce travail et nous avons contribué à la faire reculer. Par contre, Emmanuel Macron ne peut pas dire la même chose. Parce que lui, il a passé ces 5 années à œuvrer méthodiquement, en tacticien qu'il est, à obtenir cette affiche. Monsieur Macron a le second tour qu'il voulait. Il a son jouet. Eh bien, nous disons qu'il s'en débrouille et à lui de savoir s'il est capable de convaincre avec la retraite à 65 ans, avec tout le reste. Maintenant, je le redis, nous respectons les positions de chacun. Il y en a qui décideront de s'abstenir, il y en a qui décideront de voter blanc, il y en a qui décideront de voter Emmanuel Macron. Et à ceux qui décideraient... Il y en a entre 15 et 20% qui seraient tentés de voter Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous leur dites ? À cela et à cela en priorité, je dis, vous commettez une erreur. Et si c'est ça que vous faites après avoir voté Mélenchon au premier tour, vous vous trompez de crèmerie. Parce que, pardon, mais ça n'a strictement rien à voir. Dans l'histoire politique de long terme, nous sommes l'antithèse absolue de l'extrême droite. Et le pays n'aurait rien à y gagner. Donc, comme Jean-Luc Mélenchon l'a dit l'autre soir, mardi, on fait en sorte que Mme Le Pen ne prenne pas le pays, et ensuite on fait en sorte, dès le mois de juin, que M. Macron ne garde pas le pouvoir. Voilà une feuille de route qui nous paraît à la hauteur de ce que nous avons devant nous. Apparemment, il y a des membres du public qui sont assez convaincus par ce que vous dites. Ouais, bah, du coup, ça me donne l'idée d'une question. Est-ce que vous avez vu un petit peu Twitter ces derniers jours Parce que là, je vois dans le chat marqué Ichigo. Vous connaissez Ichigo ? Ouais, alors on m'a montré ça. C'est un manga, ça, c'est One Piece, c'est ça ? Alors, je crois qu'Ichigo, c'est Bleach. D'accord. Je crois que c'est Bleach, ouais. Et, j'ai cru comprendre qu'il fallait que je m'y mette d'urgence, a priori. Pour en arriver à la question, c'est mine de rien, bon, en effet, il y avait quelque chose autour de Mélenchon. C'est vrai, des gens qui suivent même plus ou moins la politique identifiaient tout à fait Mélenchon. Et certains se sont pris de passion pour votre figure après. Alors, je ne sais pas s'il y a un truc du puncher, peut-être. Du puncher. Comment vous l'avez... Si, un petit peu, parce que c'est un peu votre image sur les plateaux. Oui. C'est voilà, je suis sérieux et je punch et je lâche rien et je punch. Je pense que c'est reçu comme ça. Le côté shonen. Vous voyez shonen ? Voilà. Parce que là, le sensei passe la main, il faut derrière... Non mais attendez, d'abord, il passe la main. L'enterrez pas trop vite. Hein. Non mais bien sûr. Parce que le garçon en question, potentiellement, dans quelques semaines, est Premier ministre. Vous avez bien compris. Hein. Bien sûr. Donc, avant ça, est-ce qu'il est candidat aux législatives ? Et la question se pose et franchement, c'est aussi un arbitrage personnel à faire. Ça va dépendre, je pense, aussi beaucoup de ce qui va sortir des urnes dimanche. Ok. Mais la question se pose et franchement, elle lui appartient. Non, mettez pas Jean-Luc Mélenchon à la retraite trop vite. Il est au combat politique et quand vous sortez d'une élection présidentielle où vous êtes 3e et vous avez manqué le second tour à 400 000 voix, vous disparaissez pas dans la nature. Son discours du premier tour était quand même un discours d'adieu presque. De transmission. Non, franchement, si vous l'avez lu comme un discours d'adieu, non. De transmission. Mieux, ça veut dire quoi ? Mais bien sûr, mais c'est aussi passer le relais à la génération d'après parce que Jean-Luc Mélenchon a dit que ce serait en toute hypothèse sa dernière élection présidentielle et on a parlé du programme, on a parlé du caractère innovant de la campagne. Quelques-uns ici, d'ailleurs, y ont contribué avec la journée de stream de fin de campagne. Il y a eu plein de choses formidables. Mais on a aussi beaucoup parlé, c'est vrai, et ça, c'est notre force. Et il faut y veiller à l'avenir, parce qu'on aurait vite fait, sinon, de ressembler aux autres, à qui ça cause beaucoup de problèmes. C'est le caractère extrêmement soudé d'un collectif qui est apparu. Et ça, il faut aussi le rendre à Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est lui qui a fait tout ça. Moi, je ne connais pas beaucoup de responsables politiques de sa génération qui ont contribué à faire émerger des jeunes responsables politiques que nous sommes, avec quelques-uns, et capables de prendre la suite. Et ça, c'est aussi son travail. De la même manière que les ruptures qu'il a opérées quand il a, pour le coup, quitté le Parti Socialiste en 2008, en disant « Mais attendez, moi, le parti auquel j'ai adhéré, c'est pas cette feuille de route au départ ». Et y compris en rompant avec des conforts de situation personnelle. Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, il était élu, il était sénateur, il aurait pu faire comme plein d'autres. Bon, je m'en fous, je vis dans mon coin, je suis installé dans mon siège. Non, il a pris son courage à deux mains, il a dit il faut que ce courant d'idées en France continue à vivre. Et bon sang, aujourd'hui, moi, quand je regarde le tableau politique qu'on a, y compris ce qui se passe ailleurs en Europe, si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas déblayé le terrain comme il l'a fait depuis 15 ans, relativement seul et sous les tombereaux de tout le monde, il n'y aurait plus de gauche de rupture
dans ce pays. Donc si elle est là aujourd'hui, si elle tient bon, c'est aussi grâce à lui. Donc non, l'enterrez pas trop vite. Dans tous les cas, même si son rôle va être à redéfinir, et je pense que vraiment ça lui appartient de le faire, il va continuer à jouer un rôle incontestablement dans la vie politique ces prochaines années. C'est une des particularités de la France Insoumise. C'est un parti qui est beaucoup tourné autour du chef charismatique, ce qui est aussi une dérive de notre système politique. C'est pas un truc que j'accuse particulièrement la France Insoumise d'avoir. Le fait est que les 3 candidats arrivés en tête de ce premier tour sont des chefs charismatiques de parti. Bon, c'est comme ça. Pour une raison que tout le monde comprend, c'est que il a eu une fois cette phrase où il disait vous venez pas jouer un match de foot sur un terrain de basket avec les règles du basket. On est dans un cadre que par ailleurs nous contestons, qui s'appelle la 5e République. Ouais. C'est clair que si demain nous venons aux affaires, on a l'intention en effet de faire en sorte qu'il y ait une 6e République. Et tout le monde a compris que la figure monarchique du président omniscient serait plus du tout la même et que ce serait pas le même régime. Mais en attendant, pour pouvoir faire ça, il faut conquérir le pouvoir dans un cadre qui est un cadre que nous contestons. Donc on joue avec les règles du jeu. Et les règles du jeu, c'est en effet, au-delà de la question du programme, la rencontre entre une femme et un homme. Et le peuple. Entre une femme et un homme. Je voulais dire entre une femme ou un homme et le peuple. Non, mais pour reprendre la question du Zul, vous voyez, vous, Adrien Quatennens, être la figure d'un chef charismatique de la France Insoumise à l'avenir? J'en sais rien, et franchement, moi, la seule question... Elle était nulle, ma question, je suis d'accord. Non, mais la seule c'était pour lui dire qu'il y avait des espoirs autour, et je me demandais... Ma question, c'était pas pour savoir est-ce qu'il va être le prochain Mélenchon. En effet, il n'y a pas tellement de prochains Mélenchon, et Mélenchon... Non, je crois qu'il n'est pas remplaçable. Voilà, il a fait son travail de Mélenchon, et derrière, il y aura des continuateurs qui vont creuser son sillon, et d'autres qui vont sans doute aussi réinventer des trucs. Mais un Mélenchon, ça avait sa place dans les années 2000 pour faire ce qu'il a fait. Mais non, ma question... Non, mais juste, il y a parfois cette illusion que, en fait, les responsables et les personnalités politiques seraient en quelque sorte des pions qu'on pourrait interchanger. Non, c'est pas vrai. Dans la campagne en question, quand vous allez déblayer le terrain dans des endroits qui sont très loin de la politique, qui voient plus personne, typiquement les milieux populaires abstentionnistes, quand vous dites Mélenchon, les gens sont au courant de qui vous parlez, sont conscients du fait qu'ils ont quelqu'un qui prépare pas une carrière et qui triche pas, et savent à peu près de quoi ça parle. Franchement, faites le test. Moi, je l'ai fait pendant la campagne. D'aller citer certains de nos concurrents, y compris les plus médiatiques dans les milieux populaires dont on a besoin de les ramener à la politique pour faire ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ils nous répondaient « c'est qui ?» Donc, quelque part, ça pèse aussi. C'est pas vrai qu'on construit la notoriété et la puissance d'un responsable politique comme Jean-Luc Mélenchon en claquant des doigts, et que si talentueux soient les gens qui l'entourent, on pourrait le remplacer en claquant des doigts demain matin. C'est pas vrai. Les filles ? Moi, j'ai une petite question, un peu plus générale. Cette élection et 2017, dans une moindre mesure, a montré que le modèle des partis traditionnels, des espèces de paquebots avec un organigramme ultra figé, n'était plus plébiscité par les Français. D'un autre côté, le mouvement gazeux, entre guillemets, c'est ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon, que va être LFI, c'est-à-dire ni trop vertical, ni trop horizontal, a été accusé à un moment de manquer de démocratie. Est-ce que l'un de vos enjeux, c'est pas de trouver un juste équilibre dans les 5 prochaines années ? En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on essaye de créer les conditions de faire. Bon, d'abord, dans le mouvement, la porte est battante, donc dans les deux sens. Il y a tous les jours des gens qui arrivent, et puis, heureusement, dans une proportion bien moins nombreuse, il y a des gens qui s'en vont. Mais il faut créer de la souplesse. Parce que franchement, là, c'est pareil. Dans le fonctionnement des partis politiques, dès l'instant où vous avez des règles qui font que tout ça se fige en courant, en sous-courant, etc., en fait, vous plombez toute votre énergie à l'interne. Et vous tournez autour de vous, vous parlez plus au pays. Moi, je préfère qu'on trouve un moyen d'assumer, de dire nous ne sommes pas nécessairement d'accord sur absolument tout, on ne vient pas forcément des mêmes horizons politiques, mais on se retrouve autour d'une feuille de route commune et qu'on passe notre temps à aller à la bagarre pour faire en sorte de ramener à la politique des gens qui n'y sont plus, plutôt que de s'écharper sur la virgule d'un texte pendant des nuits. Je veux dire, j'ai connu ça dans des partis politiques. Je ne suis pas certain que c'est adapté à la tâche que nous avons à accomplir dans un temps qui est court. Parce que, pardon, mais pendant que les partis vivent, les enjeux pour lesquels nous nous battons, ils ne peuvent plus trop attendre. On a parlé tout à l'heure de l'urgence sociale et des gens qui sont pris à la gorge, qui ont besoin de l'application de ce programme dans leur vie. Mais il y a un autre enjeu dont on n'a pas encore parlé, mais qui me paraît ô combien central et qui fait le commun entre tout. C'est qu'il y a quelques semaines de ça, il y a eu un rapport du GIEC qui doit tous nous, pour le coup, nous inquiéter, qui nous dit qu'on n'a plus que quelques années pour tout changer, pas pour faire un changement à la marge, pour faire en un temps très court ce que tous les précédents auraient dû faire peut-être plus tranquillement et plus cool en 40 ans, mais qu'ils n'ont pas fait. Donc on ne va pas pouvoir attendre des lustres. Donc il faut toujours chercher finalement le chemin le plus court qui nous mène droit au but. Voilà. Et donc par exemple, quand on sort d'une bataille comme celle-là,
celle de la présidentielle, tout de suite on regarde, on évalue c'est quoi la prochaine et quel est l'enjeu. Et donc on dit oui, si on a une majorité au mois de juin, on peut encore gouverner et le programme qui est resté sur la touche au second tour de l'élection présidentielle peut se retrouver à être appliqué grâce à l'Assemblée nationale. Mais ma question c'est plutôt, est-ce que vous prévoyez des restructurations sur l'organisation de LFI dans les prochaines années ou pas? Mais évidemment, selon ce que l'on arrive à faire là dans les prochains jours, les prochaines semaines, tout ça va continuer à évoluer. Il y a des gens qui nous ont rejoints dans le Parlement de l'Union populaire. J'imagine que demain, il va y avoir encore plus de gens. Regardez, juste une anecdote, mais la semaine dernière à Lille, on fait une première réunion où on invite toutes celles et ceux qui ont envie de nous rejoindre après le premier tour. Parce que les gens étaient tous effondrés du résultat et il y avait besoin de mobiliser tout le monde et de leur dire voilà, il y a les étapes d'après. On se retrouve avec 3 fois plus de monde que dans la dernière soirée d'avant le premier tour. Alors j'étais très content, il y avait là 250 personnes dans un bar, trop petit pour en accueillir 250, ça dégueulait sur les trottoirs, etc. Et puis ça dégueulait, c'est une image pour dire que ça débordait. On connaît les fins de soirée. Un samedi soir à Lille. Et à un moment donné, dans le discours, je dis, mais là vous êtes très nombreux, on est 3 jours après le premier tour, vous êtes très nombreux, combien vous êtes dans la salle à nous avoir rejoints après le résultat du 10 avril? Un tiers de l'effectif. Des gens qui se disent, on a manqué le coche de peu, maintenant on va aller les aider, on va venir à la baston avec eux pour gagner l'étape d'après. C'est formidable. Et donc, ça c'est prometteur pour la suite. Quelles circonstances vous créez pour les accueillir? On peut imaginer un congrès qui imagine un parti avec des tendances. Il y a la ville d'Épinay. Non, on n'a pas de carte à vendre, il n'y a pas de courant. Voilà, c'est un peu, alors c'est pas la bonne référence non plus, mais venez comme vous êtes, quoi. Comme le dit la publicité. Oui, mais après 2017, ce qui a pu manquer à certains groupes d'appui, c'était précis. Donc à l'époque, ça s'appelait des groupes d'appui. On pouvait s'inscrire, voilà. Bien informé. Je connais bien. Vous animez lequel, vous? Mais je m'étais inscrit par curiosité. Pour voir. Par curiosité, tiens donc. Voilà. Donc j'avais des mails du groupe d'appui de mon quartier à l'époque. C'était avant ou après que tu fasses une vidéo pour expliquer Jean-Luc Mélenchon? Usul, l'insoumis curieux. Pas mal, j'aime bien. C'est plus compliqué que ça. Pose ta question quand même, Usul. C'est quoi ton nom de code? Pose ta question. Allons-y. Ma vraie question, non, parce qu'en vrai, moi, j'ai pas fait mystère qu'à un moment, je m'étais rapproché du PG au moment du Front de gauche, etc. Mais à ce moment-là, au moment des Insoumis, j'étais déjà commentateur, je pouvais plus, voilà. Bref. Bon, de toute façon, bref. Bref, tout ça pour dire, il y avait des groupes d'appui qui ont parfois qui ont manqué de soutien, notamment financier. Ils disaient on va imprimer des tracts, ils appelaient le centre, on lui disait bah non, démerdez-vous, vous êtes autonome, machin, ça c'est pas vraiment structuré, c'est gazeux. Structuré, c'est ça aussi. Structuré, c'est mettre en place, des structures. T'es fatigué là. Des allers-retours. Et pas lâcher, parce que là, il y a des gens qui ont été concrètement, qui avaient beaucoup d'énergie, qui ont peut-être eu le sentiment d'avoir été lâchés dans la nature en 2017. Non, mais c'est clair qu'on calque pas les modes d'action des partis politiques, et j'admets que ça puisse avoir des inconvénients. Mais si je pèse la balance avantage-inconvénient, je considère qu'il y a aussi plus d'avantages. Alors, il y a eu des forces militantes perdues, c'est pas un avantage, ça. Peut-être, mais aussi beaucoup de gagnés. Non, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut encore s'améliorer, évidemment. En attendant, le fait de ne pas tout contrôler permet aussi de laisser libre cours à l'initiative. Moi, parfois, ça m'arrive, on est dans la rue avec des camarades, on organise pour le coup, via les outils qu'on a mis en place, parce que vous dites qu'il n'y a pas de structure, mais quand même, on a créé des tas d'outils qui permettent, par exemple, cette plateforme Action Populaire, qui est 100% faite maison par des génies absolus, qui est un réseau social en fait, qui met en relation celles et ceux qui veulent passer à l'action. Ça permet que des fois vous vous retrouvez avec votre groupe d'action et vous organisez un tractage, un collage, que sais-je, vous croisez dans la rue des gens que vous n'avez pas vu arriver, que vous n'avez pas identifiés, mais à qui on donne l'occasion aussi de passer à l'action comme ils l'entendent. Donc il y a des avantages, des inconvénients aux deux. Franchement, quand je vois... C'est sûr qu'ils font ce qu'ils veulent si derrière ils n'ont pas de soutien. Mais ils ont du soutien. Ce qu'ils veulent. Ils ont du soutien. Pourquoi, soutien économique, pourquoi vous dites ça? je veux dire, d'argent. Tout est accessible, le matériel est accessible, on envoie les commandes, enfin tout ça c'est beaucoup amélioré. Faut revenir, Usul. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat d'entre-deux tours hier? Vous en avez parlé un petit peu rapidement tout à l'heure. Les deux candidats ont essayé de parler de pouvoir d'achat. On sent qu'il pas que seulement un petit peu d'écologie aussi, un petit peu d'institution. On les sent fébriles et tentant de draguer l'électorat de l'Union populaire. Moi j'ai vite zappé sur la 6, il y avait Cauchemar en cuisine et j'ai regardé Joël qui était en train de louper la recette de la sauce au poivre. Non, je rigole. J'ai regardé le débat, mais comme beaucoup de gens, je me suis beaucoup ennuyé hier soir. Et pareil, enfin il y a presque 3 heures de débat qui se sont passées. Et chaque minute qui passait, je me disais, waouh, pour le coup, aussi à 400 000 voix près, on aurait quand même eu un débat de meilleure facture hier, c'est incontestable. Wow. Non, bon, ce qui apparaît assez clairement, le premier chapitre sur le pouvoir d'achat, bon, c'est assez dingue, mais on a passé à la campagne à le dire, c'est qu'à peu de choses près, en réalité, ils sont assez d'accord.
que sur l'augmentation des salaires, ni l'un ni l'autre ne va faire ce qu'il faut faire. Il y en a un qui propose la baisse de la TVA, l'autre qui propose une prime. Alors sur la question des prix, c'est pareil. Enfin, Madame Le Pen, il faut dire ce qu'elle propose. Proposer la baisse de la TVA, ça veut dire quoi? La hausse des prix du pétrole, personne ne le sait, ou trop peu de monde. C'est pas le fait de la guerre ou quoi que ce soit. C'est d'abord le fait d'une spéculation. D'ailleurs, la hausse des prix, elle n'a pas attendu la guerre pour commencer. C'est d'abord une spéculation. Par exemple, l'un des moyens, c'est pas très écolo, mais on met une parenthèse juste pour expliquer. L'un des moyens de faire en sorte que les prix baissent, ce serait que les producteurs augmentent l'offre, donc la capacité de production. Ils ne le font pas. C'est le fait d'une spéculation. Donc, quand Madame Le Pen dit on va baisser la TVA, donc en quelque sorte l'État va s'appauvrir, mais on ne va rien demander aux pétroliers, on ne va rien demander aux producteurs. En fait, Madame Le Pen, elle garantit les dividendes des pétroliers avec l'argent de l'État, en quelque sorte. C'est ça qu'elle fait. Quand nous, on propose le blocage des prix, on dit bah oui, nous c'est un décret, c'est le code du commerce, on bloque les prix, et donc la charge revient aux pétroliers. Et quand vous voyez les dividendes incroyables de Total en pleine crise, vous dites que ces gens-là ont quand même l'occasion de faire quelque chose et quelques marges de manœuvre. C'est pas à l'État, et donc in fine au contribuable, qui va y gagner à la pompe, mais qui va le payer demain en impôts, de régler ce problème. Non, il faut un blocage des prix. D'ailleurs, M. Macron, dans la campagne, là, il a dit on ne sait pas comment on fait. Mais pardon, mais il y a des endroits où c'est fait comme il faudrait le faire. Par exemple, dans nos outre-mer, actuellement, à La Réunion, il y a 153 prix qui sont administrés par le préfet, qui font l'objet de conseils citoyens dans lesquels on s'accorde sur quels sont les prix des produits alimentaires, des produits d'hygiène qu'il faut réguler. Donc M. Macron sait le faire. De la même manière, pendant la crise sanitaire, quand justement la loi, le chaos du marché de l'offre et la demande a fait péter les prix du gel hydroalcoolique, M. Macron, il a bloqué les prix du gel hydroalcoolique. Donc si, il sait le faire. Voilà. Non, le problème, c'est que sur les questions sociales et sur les questions économiques, franchement, les deux sont relativement d'accord. Et Madame Le Pen, c'est une sorte de macronisme repeint en bleu marine. Et ça aussi, il faut le dire à celles et ceux qui pensent qu'en votant pour elle, ils vont faire la révolution, quoi. Faut leur expliquer. Non, c'est à peu près les deux faces d'une même pièce. Dans les pays où les amis de Madame, non, justement, j'ai dit non, j'ai dit deux faces d'une même pièce, ça renvoie l'idée dos à dos. Finalement, Macron Le Pen, c'est la même chose. Sur les questions économiques et sociales, j'ai commencé tout à l'heure. Les questions économiques et sociales, je vais pas faire mon Mélenchon. Regardez, je vais faire plaisir pour Jean Massier. Je vais dire, regardez, Macron Le Pen. C'est pas la même nature. Macron Le Pen, c'est pas la même nature. Vous voyez, je peux la répéter plusieurs fois. Donc, non, c'est pas la même chose. Mais sur les questions économiques et sociales, il y a une forte convergence. Il faut pouvoir le dire. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, il faut préciser ça. Dans les pays où les amis de Madame Le Pen gouvernent, pour celles et ceux qui pensent que c'est un vote qui renverse la table, pardon, mais dans les pays où les amis de Le Pen gouvernent, on fait la chasse aux homosexuels et peut-être aux Arabes, mais le système ne change pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas envie que ça change, ceux qui veulent préserver leurs intérêts particuliers, croyez-le, certains d'ailleurs l'ont dit, dans le cas d'un second tour entre l'extrême droite et nous, ils ont fait leur choix depuis longtemps, parce qu'ils savent très bien que l'extrême droite, ça ne va pas changer fondamentalement leurs intérêts. Le rôle historique de l'extrême droite, il y a droite, quoi. Aussi, c'est juste. En fait, c'est lui qui fait les meilleurs résumés, c'est la synthèse. Il y a une tous les lundis sur Mediapart. Il y a une non, pardon, ils ont quand même dans cette campagne. Mais d'ailleurs, de manière générale, ils ont une fonction historique, l'extrême droite. C'est d'empêcher la solidification du bloc populaire qu'on envisage de construire. C'est ça qu'il faut dire. Parce que pendant que ces gens-là viennent vous dire que le problème, c'est pas le capitalisme, c'est pas le mauvais partage des richesses, mais c'est la religion, la couleur de peau ou que sais-je, des gens qui auraient ô combien intérêt à se retrouver malgré toutes leurs différences pour défendre leurs intérêts communs, s'écharpent sur la couleur de peau, la religion et tout le reste. Comment vous expliquez que le Front National ait récupéré quand même beaucoup de voix du vote populaire, justement? Mais ça, c'est un défi. C'est une analyse qui a été faite d'ailleurs par François Ruffin dans Libération, qui analyse assez durement l'échec de la France insoumise dans les zones rurales. Oui, alors je me permets, sans faire insulte d'aucune manière à l'analyse de François, mais je me permets de le modérer, c'est pas vrai partout. Vous avez des zones rurales, je pense dans les Alpes, en Ariège, etc., où il y a un vote rural Mélenchon. Non, que nous manquions, y compris de moyens militants et de volontaires dans ces milieux, pour pouvoir faire campagne. Parce que sur le programme, c'est pareil. Sur les questions de ruralité, d'agriculture, le programme, il répond aux attentes des gens dans ces secteurs. Non, pour le fait que des gens votent Rassemblement national
comme on a dit, les fâchés, pas fachos. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la vision ethniciste des choses, mais qui pensent que Mme Le Pen va mieux s'occuper d'eux que M. Macron. Mais ça, c'est un travail de conviction. C'est pour moi une énigme, parce que je ne trouve rien dans son programme qui va changer leur vie, mais c'est aussi un défi, parce que ça veut dire que c'est des gens qui pourraient voter avec nous, qui aujourd'hui ne le font pas. Et donc, là où certains disent non, il ne faut pas leur parler, moi je dis si, il faut leur parler. Leur dire, vous vous trompez, vous vous trompez. Il y a une pétition pour que Adèle ait un tabouret, je l'ai vu passer, bien sûr. Alors, justement, on peut leur répondre, tout va très bien. Voilà, Adèle est ravie, elle n'a pas besoin d'un tabouret, mais elle a une question. Dernière question, en revanche, Adèle. Un peu plus personnelle. Tout à l'heure, vous disiez que les élections étaient très serrées, le premier tour, que c'était assez frustrant. Et vous, plus que quiconque, savez que les élections peuvent être très serrées, puisque vous avez été élu député, il me semble, avec 50,11% des voix, à 50 voix près dans votre circonscription. Comment est-ce que vous abordez votre propre campagne des législatives ? D'abord, vous me donnerez rendez-vous pour dans quelques jours ou quelques semaines pour qu'on en reparle. On va laisser passer le résultat des courses dimanche. Les résultats sont bons, chez nous aussi. Et d'ailleurs, je salue toutes celles et ceux qui y ont travaillé parce que c'est un vrai gros travail collectif. À Lille, par exemple, Jean-Luc Mélenchon est premier à 41%. À Fâche-Tuménil, dans ma circonscription, c'est pareil, c'est 33%. À Los, pareil. Et d'ailleurs, Los, ça c'est intéressant, regardez ça. Il y a des endroits où clairement ça votait Rassemblement National, où maintenant ça vote avec nous, parce que tous les jours, et ils sont pas assez, ça passe trop sous les radars, le travail de terrain que font les militants, qui tous les jours donnent de leur temps pour aller au porte-à-porte, parfois se faire engueuler, pour aller expliquer, pour aller convaincre. C'est un travail de fourmi qui a été fait, et je peux dire, et on le vérifie, que ce travail a payé. Donc on va continuer à le mener. Maintenant, pour ce qui est de ma propre implication dans la campagne législative, je vous laisse un peu de suspense pour le peu qu'il y en ait, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours ou dans quelques semaines. Merci Adrien Quatennens d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Merci de votre invitation. On va faire une courte pause, on se retrouve tout de suite pour débriefer l'émission.